bienvenue dans ce podcast. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir avec moi Avner. Merci Avner d'avoir accepté l'invitation. Évidemment, ma première question, ça va être comment vas-tu? Salut Thomas. Écoute, super bien. Avec grand, grand Super. plaisir. J'aime bien toujours recontextualiser un petit peu au début du podcast. Donc le but, ici, l'exercice, il est un peu plus complexe qu'avec un simple apprenant, puisqu'on doit essayer de donner un max d'infos à la fois pour des formateurs qui nous écouteraient et aussi pour les apprenants, que ce soit sur le métier, sur la pédagogie, sur comment réussir correctement Mhm. une formation, autant en tant que formateur qu'apprenant, et voilà, toutes ces choses-là. Donc c'est un peu court, c'est condensé, mais c'est ça qui est bon. Euh, du coup, pour Ouais. commencer, est-ce que tu peux te présenter puis nous parler un petit peu de ton parcours? Oui, écoute, moi je suis Avenir Usan. Ça fait maintenant 5 ans, on va dire, que je suis entrepreneur, que j'ai monté ma boîte, qui est une boîte familiale. L'objectif, c'était surtout d'accompagner les entreprises en conseil à l'époque. Et depuis un an, de manière sérieuse, je me suis lancé dans la formation, un peu parce que j'y ai été poussé. J'avais un peu perdu mes clients, enfin des clients que j'avais, et je me suis retrouvé à me dire qu'est-ce que je fais, et puis je vais tenter. Ça fait plus de 10 ans maintenant que je suis dans l'univers du digital au sens général. Je suis passé par un peu toutes les étapes, à la fois du référencement web, de la rédaction web, du community management. J'ai été le community manager de Djibril Cissé, si ça te D'accord. parle à un moment donné. J'ai bossé un peu pour des grands groupes comme des startups. J'ai travaillé notamment à créer le premier événement de WeWork à Paris, de l'énorme centre de coworking près des Galeries Lafayette. Voilà, j'ai pas mal vagabondé, on va dire, et en tirant de ça l'année dernière, je me suis dit, alors c'était avant le Covid, je me suis dit pourquoi pas essayer d'aller enseigner un peu, transmettre ce que je sais et de la manière dont je le sais euh, à des gens qui souhaiteraient l'apprendre aujourd'hui. Et c'est sur ça que je me suis lancé. Aujourd'hui, ma particularité, c'est vraiment d'avoir un spectre assez large sur le digital, même si ma formation qui est la plus plébiscitée et que je mets le plus en avant, c'est la formation sur le social selling. Autrement dit, comment essayer de prospecter, réseauter, toucher des clients via le web et les réseaux sociaux, notamment LinkedIn. Voilà, j'ai pas parlé de la partie voyage. Est-ce que tu veux que j'en parle un peu? Ouais, c'est vrai que tu m'en as parlé en off. Et t'as une Ouais, particularité par rapport aux autres, c'est que tu es digital nomade. Donc ouais. évidemment que j'ai envie que tu éclaircisses un petit peu ce point parce que c'est assez rare, comme je te le disais en off, j'ai l'impression de le voir partout, ce mot, de voir beaucoup sur Insta, sur YouTube, et c'est la première fois que je tombe sur quelqu'un qui est vraiment digital nomade et qui peut nous en parler. Donc bien sûr que je vais avoir plein de questions et je suis extrêmement excité que tu nous dises un petit peu comment ça fonctionne et comment tu as pris cette décision par exemple. Alors même chose, c'était un peu, je dirais, un rêve d'enfant où je savais pas trop quoi faire en passant le bac à l'époque dans mon lycée de banlieue parisienne. Et l'idée, c'était plutôt de trouver une école qui me permettrait de m'obliger à aller voyager à l'étranger tout en étudiant. Comme ça, c'était une excellente excuse pour mes parents. Si c'est obligatoire, c'est difficile de refuser pour eux. Ça fait partie du cadre universitaire. Et pour moi, de l'autre côté, ça me permettait de réellement accomplir un souhait d'enfant. Donc, j'ai rejoint une école de commerce parisienne et à partir de là, je suis parti étudier en Grèce pendant un an, alors que je devais apprendre l'anglais. Et je suis allé à contre-pied un peu en me disant, je vais pas aller là où tout le monde va, à Londres ou à Dublin. Donc, je vais partir en Grèce, là où normalement, c'est pas le premier endroit où on pense pour aller apprendre l'anglais. Sauf que ça a été un super bon choix. J'ai été dans une école américaine en Grèce et par la suite, je suis allé étudier au Mexique. Pareil, bah, là, j'ai amélioré mon espagnol. C'était une université à l'américaine, mais en version mexicaine. Donc énorme avec stade de foot, etc. C'était aussi une énorme expérience extrêmement riche. J'ai rencontré encore beaucoup de gens avec qui je travaille aujourd'hui, avec qui je suis vraiment devenu ami. Euh, Par la suite, bah, j'y ai pris goût. Donc c'était difficile de m'arrêter. J'ai fait une année de césure. Je suis parti vivre en Argentine. Après, je suis parti vivre au Brésil. Je suis rentré travailler en France. Et par la suite, bah, quand on y prend goût, ça devient très difficile de se stopper.
Donc j'ai continué à bosser un peu en France en sortant de l'école et très rapidement je me suis dit bon j'aimerais encore aller tester ailleurs. Je suis parti vivre au Canada pendant un an à Montréal dans le cadre d'un PVT, permis vacances-travail. Je crois que ça s'appelle comme ça encore aujourd'hui. Et par la suite j'ai décidé de tout simplement me lancer en freelance depuis le Canada en fait, de me lancer en freelance et puis de travailler tout en voyageant. Donc j'ai fait la Colombie pendant 2 ans dans une auberge de jeunesse. C'est ma petite particularité. Je vivais dans une auberge de jeunesse tout en travaillant, ce qui m'a donné des occasions assez bizarres de Skype avec mes clients et des gens qui passaient derrière, etc. C'était assez fou. Et après, j'ai beaucoup voyagé en Amérique latine, en Asie, au Maroc. Et actuellement, là, je te parle depuis Stockholm, où je me trouve depuis la fin du premier confinement. Voilà. Tout à fait, ouais, c'est ce que tu me disais en off. Donc Ouais. c'est incroyable le parcours de voyage entre guillemets de pays que tu as visité, dans lesquels tu as vécu. Du coup, en termes d'expérience, ça doit être quand même assez riche, même en termes de réseau, puisque ça reste aussi ton cœur de métier. Donc le réseautage, tout ce qui est commerce, c'est vrai que tu dois avoir quand même un grand panel de personnes et surtout pas que des personnes françaises. Mhm. Moi, là-dessus, je dirais le grand avantage, c'est qu'en fait, je suis assez flexible sur l'adaptabilité culturelle, où très rapidement, je peux me dire, OK, en face de moi, j'ai un Mexicain, un Colombien, ou je sais pas, un Argentin, donc je vais essayer de me réadapter à une façon de parler, une façon d'être un peu. Pareil pour les pays anglo-saxons, qui ont largement inspiré mes formations et ma façon dont je vais aller communiquer et échanger avec les apprenants, avec mes stagiaires, que ce soit en école de commerce ou dans des grands centres de formation français. Je vais toujours avoir une approche très empathique, euh, qui est très inspirée de ce que j'ai pu voir au Canada, à Montréal. Ok, on en reviendra un petit peu plus tard sur la pédagogie. Euh, Juste, on Mhm. va revenir un peu sur sur ce que tu fais actuellement, ton parcours. Donc aujourd'hui, l'une des formations que tu vends le plus, c'est du coup du social selling. Est-ce que Ouais. tu l'as défini, mais est-ce que tu peux le redéfinir plus vulgairement et un petit peu plus largement pour les personnes qui pourraient nous écouter? Ouais, c'est une formation en fait qui s'adresse à la fois des futurs directeurs commerciaux, des commerciaux, ça peut être des entrepreneurs aussi, ou des freelances qui cherchent tout simplement, ce que je dis, c'est qu'ils cherchent tout simplement à prospecter, vendre, à trouver des clients, pour le rendre assez simple. Sauf que l'acheteur a évolué, je pense que tu l'as vu dans ton métier comme dans le mien. Aujourd'hui, on a notre téléphone quasiment 24 heures sur 24, même aux toilettes. On est beaucoup plus sceptique qu'avant. On va avoir une approche totalement différente des choses. On va se rendre compte de ce qui est une publicité, ce qui ne l'est pas. Même notre œil va le faire naturellement sans qu'on s'en rende compte. Euh, et cette formation, elle aide vraiment ce public-là, en tout cas, à s'adapter à l'acheteur moderne. Donc, comment je peux utiliser les réseaux sociaux là où se trouve mon acheteur pour lui parler, pour communiquer avec, pour essayer d'augmenter le taux de conversation que je peux avoir avec lui, pour potentiellement arriver à lui vendre quelque chose. Mais l'objectif premier, c'est aussi de se rapprocher de lui et je dis souvent d'augmenter le taux d'affinité avec lui. Je sais pas si c'est un peu plus clair Si, pour toi. totalement. Et du coup, tu bosses avec tous les Ouais. réseaux sociaux ou t'en as un en particulier sans en Alors, citer ouais. un, je sais qu'aujourd'hui, l'étoile montante un petit peu au niveau business, c'est LinkedIn. Mm. Est-ce que tu en utilises Euh, d'autres quand même? Peut-être pour d'autres manières de faire ou pour d'autres types de clients? Alors, moi, mon réseau social préféré, ça va être Reddit. Mais c'est parce que j'ai le côté anglo-saxon et qui est un réseau qui est totalement oublié, pas connu, pas pratiqué, je dirais, pas utilisé en France. Mais c'est parce que c'est un réseau qui est beaucoup plus anglo-saxon que français. Il y a très peu de contenu francophone sur ce réseau-là. Donc forcément, ça repousse un peu la francophonie ou les Français. Euh, Ça va être mon réseau préféré parce que en fait, je vais utiliser aussi les réseaux pour savoir écouter l'acheteur, ce qu'il pense, comment il le pense, comment il le vit, et pour forcément continuer à m'adapter et m'adapter constamment pour pouvoir lui parler. Donc je dirais que Reddit, c'est un des gros réseaux montants en tout cas là-dessus pour moi.
Évidemment que oui, je suis obligé de citer LinkedIn. Il n'y a pas je dirais qu'il n'y a pas de business en général sans passer par la plus grande plateforme professionnelle au monde. Ça serait un peu étrange de s'en passer. Et après, je rajouterais, en fait, toutes les plateformes ont une qualité intrinsèque en fonction du business dans lequel on est. YouTube peut être un énorme levier pour n'importe quel business. Mm. On oublie très souvent les groupes Facebook de la même façon. Et Twitter, si on sait l'utiliser, on sait bien écouter ce qui se dit sur Twitter, on peut y trouver énormément d'opportunités d'affaires. Et je te rejoins totalement sur la plupart des points, et notamment YouTube. C'est vrai que on en entend, enfin moi en tout cas, c'est vrai que je suis un petit peu les tendances et j'en entends souvent parler, que c'est vraiment une plateforme sur laquelle il faut se placer en tant que business et même à titre perso si on veut faire des projets, puisque c'est vraiment c'est sur le long terme et ça permet d'avoir une vraie visibilité organique en fait sur le long terme, de se positionner un petit peu avec la SEO, donc les mots-clés, etc. Ouais, sur YouTube, je dis souvent que ça fait partie un peu, ce que je disais juste avant, euh, le consommateur moderne, toi et moi, monsieur tout le monde, on a changé dans notre approche et aujourd'hui, comme on est un peu, on reçoit trop d'informations, forcément, on va avoir un peu moins envie de lire et on veut vite le contenu qui nous intéresse ou en tout cas, on a envie de le recevoir de manière un peu ludique, un peu sympa. Et c'est pour ça que YouTube cette grande force d'être la plateforme vidéo par excellence et que ça nous permet de très vite, peu importe ce qu'on recherche en fait, que ça soit de s'amuser, d'apprendre quelque chose ou autre, d'utiliser cette plateforme-là qui a vraiment ce levier du vidéo. Aujourd'hui, on est beaucoup plus vidéo friendly Mm. qu'on l'était auparavant. Tout à fait. Et on le voit avec TikTok, notamment, qui est énormément plébiscité par les jeunes et qui est full vidéo pour le coup. Il y a pas d'image, il Mm. n'y a pas de texte. Mm. Totalement. Après, encore une fois, il faut avoir une veille continue parce que ces choses, elles évoluent trop vite. Tu as dû voir que là, cette semaine, on parle beaucoup de réseaux sociaux basés sur l'audio, Clubhouse, ouais, tout à Clubhouse. fait. Donc voilà, ça va très très vite. Donc, Alors, faut pouvoir suivre. peut-être, donc on enregistre ce podcast, alors on n'en a pas parlé, mais c'est vrai que le podcast, je ne sais pas encore quand est-ce qu'il va sortir. Donc, pour recontextualiser, sait-on jamais s'il sort en avril ou en mai, on est le 17 février. Et donc, l'application dont tu parles, Clubhouse, moi j'en ai entendu parler. Ça fait quelques temps qu'elle est sortie. Et c'est une application en fait qui vise à ne plus avoir d'image, enfin c'est un réseau social même, qui ne vise à ne plus avoir d'image de la personne, mais de créer des salons en fait un petit peu audio tout simplement, hein, où les gens peuvent faire des conférences, discuter, comme si on était au bar, mais finalement sans l'image, juste le son. C'est ça. Et là où ils ont été très forts, c'est que pour le moment, l'application n'est disponible pardon, que sur iOS. Et en plus de ça, on a le droit qu'à 2 invitations, je crois, une fois qu'on a été invité. Donc elle est C'est uniquement sur ça. invitation. Et forcément, ça rend un peu le côté exclusif, comme une boîte de nuit VIP où tout le monde se dit, si je sors ce soir, c'est l'endroit où j'ai envie d'aller. C'est ça. Donc ils ont été très forts et j'ai vu passer des choses sur LinkedIn incroyables déjà, où il y a des marketeurs qui ont trouvé des solutions pour récupérer des contacts. Enfin, c'était. J'ai dit d'accord, ouais, c'est assez fou comment les gens sont rapides pour acquérir des nouveaux contacts en se basant sur un réseau social quoi, qui vient juste de sortir et en créant la hype quoi. Hmm. Aparté, du coup fini, je vais revenir un petit peu sur ton envie de voyager du début, donc de trouver une école de commerce qui te permettrait de voyager. Là-dessus, est-ce qu'on peut parler de vouloir sortir de zone de Hmm. confort? Euh, Totalement, en fait, moi, je dirais ce qui était un peu caché, ça fait encore plusieurs années, j'essaie de comprendre un peu ma démarche derrière, parce que parfois on fait des choses, on sait qu'on les veut, mais on n'arrive pas à comprendre le fond du pourquoi. Euh, mais la réalité, je pense, derrière, c'était que je voulais vraiment expérimenter le fait d'être un peu chamboulé. D'arriver dans un endroit, j'ai 19 ans, je me retrouve en Grèce, je parle pas la langue. La dernière fois que j'y suis allé, c'était j'avais 4 ans. Ça reste à 3 heures de vol. C'est pas si loin, mais ça reste quand même un peu loin. C'est une autre culture que celle que la culture française, hein.
c'est pas si loin, mais ça reste éloigné. L'idée, c'était vraiment de me retrouver dans un endroit et de me tester un peu. Est-ce que j'en suis capable? Est-ce que je vais arriver à me trouver des amis rapidement? Est-ce que je vais avoir des amis qui me plaisent? Est-ce que ça me change des amis que j'ai déjà de là où j'ai grandi? Est-ce que par la suite, je vais arriver à m'y faire le fonctionnement à l'école, l'anglais toute la journée, euh, toutes ces choses-là? Et c'était vraiment d'expérimenter quelque chose que je sais que mes parents n'ont pas eu la chance de faire, ou alors très peu, ma mère, et que mes frères et sœurs n'ont pas eu la chance de faire. Donc c'était vraiment, je voulais un peu affirmer ma différence et à la fois me tester, donc vraiment totalement sortir de ma zone de confort. Ouais, ok. Et donc, bon, je suppose qu'il y a eu quand même des peurs, parce que évidemment, c'était quand même des gros chamboulements. Mm. Au bout d'un mois en Grèce à 19 ans, ouais, je suis un peu tout seul, on va dire. Je vais à l'école, etc. Mais j'ai pas encore beaucoup d'amis. Je suis quelqu'un d'assez sociable. C'est un peu dur à avaler de se dire, il y a ce pays-là qui a l'air super. Tu sens qu'il y a des opportunités en fait que tu pourrais vraiment prendre du plaisir à être à cet endroit-là, à ce moment-là. Mais pour l'instant, t'as pas t'as pas d'amis, t'as pas de vrai groupe d'amis. Donc ça, c'était un peu des moments durs. Et puis ça se fait naturellement. Et à partir de là, le voyage a totalement changé. Pour la petite histoire, moi j'y étais pendant la crise de 2008-2009 en Grèce, quand il y a eu, enfin, c'était quasiment la révolution hein, dans la rue et je vivais à Athènes. Donc c'était des voitures brûlées tous les jours, etc. Donc j'étais un peu une sorte de touriste dans l'histoire pendant un an. C'était assez spécial à un jeune âge comme 19 ans. C'est clair. Et j'essaye de faire en fait, donc on reste toujours dans la thématique de la formation et du formateur. J'essaye Mhm. de voir un petit peu, alors je voudrais pas faire des généralités. Je me pose la question à savoir par rapport à tous les formateurs que j'ai eus, tout le monde a un petit peu ce même critère, moi aussi, de vouloir sortir de cette zone de confort, peut-être même de mettre le mot de challenge, et savoir finalement est-ce que c'est dans l'ADN du formateur, et si on peut généraliser dans l'ADN de l'entrepreneur. Disons que, alors c'est mon point de vue, ça n'engage que moi encore une fois, hein. Dans la manière dont je vois les choses, c'était de me dire un peu comme un sportif. Si je me lance en solo ou si je me lance en tant qu'entrepreneur, c'est pour faire des choses que mon entourage n'a jamais fait. Je viens pas d'une famille d'entrepreneurs du tout. C'était de tester autre chose et d'avoir une vie différente. J'avais la vie au bureau, ça me faisait pas rêver. Les transports pendant des heures à Paris, ça me faisait pas rêver non plus. Je suis quelqu'un d'hyperactif, donc très peu en place et je voulais juste tester, voir si c'était possible. Euh, à la fois télétravail, bosser pour le web, etc. L'idée de la zone de confort, je dirais, elle est intrinsèque au fait d'être entrepreneur et au fait d'être formateur. C'est que, étant donné qu'on cherche à amener quelqu'un d'un point A à un point B, que ça soit mentalement, en termes de compétences, de vision des choses, forcément, étant donné qu'on est des vrais acteurs du changement, des accompagnateurs du changement, forcément, on doit être nous-mêmes en capacité de s'adapter et de changer régulièrement. Donc, je pense en tout cas que c'est un peu dans l'ADN du formateur d'être très, très lié au fait de savoir se remettre en question, savoir se tester régulièrement, un peu comme un boxeur qui décide de remonter sur le ring et constamment. Il y avait vraiment cette approche-là que, en tout cas, que moi j'ai et que je cherche vraiment à lier à toutes mes formations. Moi, chaque question que je vais rajouter dans mes témoignages de formation, ça va être toujours une question liée à qu'est-ce que je peux faire pour m'améliorer ou est-ce qu'il y avait quelque chose qui vous a gêné, embêté, posé un problème durant la formation. Et qu'est-ce que je peux faire pour continuer de m'améliorer, à la fois ma formation, ma pédagogie et la manière dont je vais interagir avec mes stagiaires. Je te rejoins sur tous les points que tu as donnés. Je pense que la remise en question, et encore comme tu l'as très bien dit, ça n'engage que moi, hein, mais je pense que la remise en question fait partie intégrante du métier. Et j'ai beaucoup aimé ta comparaison avec la boxe, parce que c'est vrai que finalement, à chaque groupe, on va retomber sur des personnes différentes, et il faut savoir se réadapter. Et c'est là aussi un petit peu le challenge, parce qu'on est complètement en dehors de la zone de confort. On retombera jamais sur les mêmes patterns de personnes, si on peut utiliser ce mot-là, Mhm. ou sur les mêmes schémas. Et donc, il faut être en mesure de tout le temps pouvoir sauter d'un schéma à un autre, de réapprendre des nouveaux schémas, puisque tout le monde a son expérience, tout le monde est unique.
Et c'est ça qui fait à la fois la difficulté et la beauté du métier, entre guillemets, puisque tu as plein de personnes en face de toi qui vont être différentes. En fait, tu vas en terre inconnue à chaque nouvelle formation. Même dans une même formation, chaque jour, tu peux apprendre des nouvelles choses que tu n'avais pas prévues, en fait. Hmm. Moi, je dis souvent que mes stagiaires, peu importe l'âge qu'ils ont, peu importe si c'est des étudiants d'école de commerce d'une région de France, Paris, ou si c'est des gens en recherche en conversion professionnelle ou en recherche d'un emploi, déjà, il y aura toujours quelque chose à apprendre de par leur expérience de vie. Même quelqu'un qui a 18 ans, il aura sûrement une expérience de vie enrichissante parce que je vais passer à côté d'énormément de choses que je n'aurais pas vues puisque je suis pas de la même génération et donc je vais pas être né avec un portable, je vais pas avoir Internet dès que je suis né comme ceux qui ont 18-20 ans aujourd'hui. Et forcément essayer de se réinventer à chaque fois. Je pourrais utiliser une autre comparaison. C'est un peu comme un stand-upper ou un comédien qui doit se produire. Oui, c'est la même pièce de théâtre chaque soir et ça va être le même script, sauf qu'il va l'adapter en fonction des réactions du public, en fonction des rires, des applaudissements, en fonction de comment il sent la salle. Je pense que chaque jour, il aura une prestation différente qui sera réadaptée à chaque fois. Tout à fait. Et c'est là où la flexibilité, comme tu le disais, est importante. On ne peut pas se permettre d'être figé dans une formation, dans un cours. Et il faut avoir finalement une sorte de fil conducteur, mais pouvoir s'adapter à ce qui peut arriver avec les gens qui sont en face de nous et savoir être modulable, flexible. Hmm. Moi, j'ai plein d'exemples, hein. J'ai des étudiants, comme je donne des formations uniquement à distance, surtout à présent. J'ai des étudiants qui vont avoir, je sais pas, une panne de Wi-Fi, sauf qu'ils veulent à tout prix suivre la formation, qui vont aller au McDo du coin pour récupérer le Wi-Fi du McDo et puis suivre la formation avec un milkshake depuis le McDonald's du coin. Ce genre de choses, ou le chat qui passe, ou voilà, des choses de la vie. On a tous vécu en télétravail cette année. Mm. Mais des choses de la vie courante ou des choses qui peuvent se passer dans leur vie amoureuse ou autre. On va pas être tous les jours de bonne humeur, on va pas être tous les jours heureux, il peut se passer X ou Y. Et nous aussi, on doit se réadapter à ça parce que même si ça, on n'est pas là pour faire du social, même si toujours un peu, il y a un aspect humain, émotionnel à garder avec qui est attendu aussi, hein, mais à garder avec nos stagiaires, avec les étudiants qu'on forme, qui est extrêmement important. Moi, je dis souvent à mes étudiants, combien est-ce que vous retenez de professeurs durant toute votre carrière scolaire? Est-ce que vous en retenez 25? Vous vous rappelez le nom de 25? Ou est-ce qu'il y en a trois qui vous ont marqué uniquement? Et en général, il y en a trois, quatre, ça se compte sur les doigts d'une main. C'est plus à ça que je tends de devenir, ou en tout cas d'être, euh, parce que c'est très difficile d'arriver à réellement marquer les gens, à créer ce changement-là. Mm. Même si ça ne se ressent pas tout de suite dans le premier mois où, je sais pas, ils vont faire 25 000 euros de chiffre d'affaires dans le premier mois. Ça n'arrive pas à tout le monde, ça arrive à certains, pas à tout le monde. Mais par contre, je sais qu'il y a eu un réel changement dans leur façon de voir les choses. Ouais. Donc il y a quand même une recherche de performance, entre guillemets. Moi, dans mes formations, oui, parce que pour reprendre l'anecdote du comédien, est-ce qu'il a passé un moment où il se dit que c'était un des meilleurs stand-up qu'il a vu dans sa vie, une des meilleures soirées de sa vie? Est-ce que ça a changé quelque chose sur sa manière de voir les choses? Est-ce qu'il a autant rigolé ce soir-là qu'un autre soir? Moi, il y a une recherche de performance parce que quand j'accompagne des entrepreneurs, des freelances ou des gens qui cherchent à lancer leur boîte, l'idée derrière, c'est réellement en fait, de leur faire éviter tous les pièges par lesquels je suis passé. Et je suis tombé dans beaucoup d'entre eux. J'ai perdu beaucoup de temps, ça m'a coûté de l'argent, etc. Mais vraiment les accompagner pour que ils arrivent à avoir aussi ce changement un peu de vision et mental pour aller beaucoup plus loin que ce que je peux faire moi et beaucoup plus rapidement. C'est intéressant parce que c'est quelque chose que je partage. Et des fois, ça pourrait être mal vu, entre guillemets, de chercher la performance en tant qu'indépendant. Alors je dis ça, bon voilà, c'est qu'une réflexion que je me fais, des conversations que j'ai eues avec des gens autour de moi, mais c'est vrai que moi je suis plutôt un peu comme toi, tu vois, je suis un challenger.
voilà, j'aime la performance. Clairement, j'ai pas envie d'être mauvais, j'ai envie de marquer les gens, entre guillemets, et j'ai envie qu'ils se souviennent de moi et que même mes clients se souviennent de moi. Et des fois, ça peut un peu choquer de le dire et de dire, ben voilà, j'ai envie vraiment d'être dans la performance, j'ai envie d'être meilleur que les autres formateurs que vous pouvez avoir. Parce que les gens vont se dire, ouais, mais qu'est-ce qu'ils recherchent finalement? Est-ce qu'ils recherchent à être performants ou est-ce qu'ils recherchent vraiment à faire passer la pédagogie? Tu vois, les informations. Hmm. En fait, pour moi, l'un peut aller avec l'autre. Moi, j'avais eu ça dans une formation de formateur où les autres formateurs étaient assez choqués des questions que je posais, moi, dans mes témoignages, parce que c'était des questions assez francs du collier. Très souvent, c'était vraiment direct. Parce que l'idée derrière, c'était de m'améliorer, de voir si ça avait eu un réel impact à la fois mental et pour leur business à eux. Est-ce que oui, après un mois de chiffre d'affaires, un mois de formation, bah, quand certains me disent qu'ils ont généré plus de 15 000 euros de chiffre d'affaires dans le même mois, 2 semaines après la formation, je me dis, OK, j'ai eu un réel impact, c'est un réel changement. Et pour moi, l'objectif de performance peut être et il doit être lié, je pense, à la pédagogie, dans le sens où quand on accompagne quelqu'un, on essaie aussi de le transformer pour qu'il arrive à réussir, ou en tout cas pour que ses objectifs, quand c'est un entrepreneur qui veut développer son business, pour que il ne perde pas de temps, qu'il ne perde pas d'argent et qu'en plus il en génère. C'est l'objectif derrière. Donc si ma formation lui permet d'arriver à ça, et c'est l'objectif derrière, c'est que ma pédagogie, elle est bonne. Mm. Et c'est qu'il a su m'écouter, il a su m'entendre. J'ai su aussi l'écouter de l'autre côté pour bien répondre et personnaliser ma formation. C'est un réel échange, je pense, plus qu'un côté, le côté challenger et j'ai envie d'être le meilleur formateur. C'est pour eux en réalité. Enfin, je pense que tu auras la même Ouais, ouais, vision que moi. tout à fait. C'est quand on est là-dessus, c'est vraiment pour eux. Si on cherche à être meilleur, si on veut être meilleur pour les autres, parce qu'on veut encore plus les aider que les autres. C'est ça. Euh, donc voilà un peu comment je le vois. Non, non, je te rejoins sur ce point. C'est pas une question d'ego ou autre, c'est vraiment une question de je veux être le meilleur parce que je vais améliorer mes outils pour faire passer de la connaissance et de toujours en fait pousser plus loin sur le comment je peux faire passer la connaissance, comment ils peuvent l'acquérir correctement, l'utiliser correctement et comment je peux avoir un impact sur le long terme pour eux. Et tu vois, pour rejoindre donc ce propos, là depuis 6 mois, je me suis mis à faire des cours vidéo pour faire en support des cours écrits, donc des PowerPoint avec bullet point, et afin que je puisse mettre à jour la formation et que même après la formation, ils aient toujours accès aux vidéos et qu'ils continuent d'avoir de la data. Et tu vois, ça Hmm. c'est qu'une idée parmi d'autres, mais c'est vrai que je te rejoins sur ce point qui est vraiment en fait, de toujours pouvoir donner plus à l'apprenant et non pas juste une question d'ego, de dire ouais, bon, j'ai été meilleur que les autres formateurs, c'est moi qu'on met sur toutes les formations, il n'y a pas d'intérêt. Non, l'objectif, en fait, il est pour eux. Moi, une des idées que j'ai eues, c'est souvent de créer des listes email ou des groupes privés sur Facebook pour continuer à échanger avec eux. Si mes étudiants ou ceux que j'ai eus comme stagiaires m'écoutent, ils savent très bien que je vais souvent cibler, bah, je trouve une offre d'emploi qui correspond exactement à ce qu'ils recherchent, je leur enverrai pour ceux qui sont en reconversion professionnelle ou en recherche d'emploi. Ceux qui cherchent à changer de job, bah, je vais leur envoyer si je trouve une offre d'emploi qui correspond. Mais pendant que je fais ma veille pour moi, je vais essayer de trouver des choses pour eux aussi. Donc vraiment l'aide, elle part vraiment d'un bon sentiment d'empathie. Moi, je commence toutes mes formations en disant j'aurais aimé en fait, je vais essayer d'être pour vous ce que j'aurais aimé qu'on soit pour Qu'on moi. soit pour moi. Parce qu'il y a 10 ans, moi, j'aurais rêvé durant mes voyages de tomber sur quelqu'un qui me tende la main et qui m'aide en fait à franchir ces paliers de comment voir les choses en tant qu'entrepreneur, comment penser, comment aller chercher les clients, comment travailler la prospection, comment travailler son réseautage, etc. Je le faisais naturellement, mais j'avais pas vraiment quelqu'un pour m'accélérer dans ce processus-là. Donc, c'était vraiment l'objectif derrière, il est toujours comme un gros joueur de n'importe quel sport. Il cherche à être meilleur parce que c'est bien pour ses stats, etc. Mais au final, ça aide l'équipe. Plus il est fort et plus l'équipe sera forte. Donc, c'est un échange. Et je te rejoins encore une fois sur ce point. Et souvent, ce que je dis dans les autres podcasts, c'est que j'aimerais bien des fois qu'en rentrant de formation, on me siphonne le cerveau pour pouvoir donner tout ce que je sais et qu'on reparte sur les mêmes bases et qu'à partir de ce moment-là, on fasse
bah là, des cas d'entreprise et qu'on se challenge tous ensemble et qu'on essaye d'avancer parce que c'est là où ça devient intéressant. Parce que souvent, apprendre les bases, les échecs, ça permet de gagner du temps, mais c'est pas ça qui est amusant. Ce qui est amusant, c'est une fois qu'on le sait et qu'on peut aller chercher encore plus loin, qu'on peut justement sortir de cette zone de confort et qu'on va pouvoir vraiment entreprendre. Alors, moi, c'est créer des logiciels, mais créer des logiciels qui sont fun parce que créer la base du logiciel, ça amuse personne au bout de 10 ans de développement. Ce qui est amusant, c'est de créer des grandes stats, d'aller récupérer plein de fichiers à plein d'endroits, d'être challengé en termes de réflexion. Et j'aimerais que les apprenants ils puissent vraiment me siphonner le cerveau. Et comme ça, bah, on se voit 10 jours. Ok, bah, pendant 10 jours, on fait des trucs de ouf tous ensemble. Même moi, ça va m'amuser. Je vais découvrir des trucs. Et voilà. Mais du coup, ça rejoint exactement ce Ouais, point-là. après, tu peux toujours remettre des formations 6 mois, 1 an plus tard pour les retrouver quand ça y est, les bases, ils les ont et tu peux vraiment t'amuser sur des études de cas. Mais l'idée, en fait, c'est, alors, pareil, je vais te dire, je te rejoins moi aussi, hein. Mais l'idée, c'est que je veux voir le changement, pas forcément qu'il soit en totale capacité de faire 100% de ce que je fais, de ce que je sais, mais plutôt que dans leur réflexion, si ça m'arrive parfois de les envoyer dans des groupes où ils vont être 3 4 par groupe, et quand je passe dans les groupes, je me mets en off totalement, je coupe le micro, je coupe la vidéo, ils savent même pas vraiment que je suis là, s'ils ne font pas attention, et je les écoute parler, et je veux juste voir leur réflexion. Et je veux juste voir si maintenant, dans la manière dont ils réfléchissent à leur marketing, comment ils se présentent, comment ils vont aller démarcher quelqu'un, les messages qu'ils vont écrire, etc., s'ils sont dans de la réelle réflexion, s'ils sont même en train d'innover, parfois ils sont même en train d'innover sur des endroits auxquels j'avais jamais pensé, d'aller prospecter quelqu'un ou comment le prospecter ou quel type de message lui envoyer, etc. Et c'est là que je sens que oui, mon travail a porté ses fruits parce que la transmission s'est réellement faite. Ça fait plusieurs fois que tu parles du mot écouter. Il Oui, a été très présent là. Tu vois, je l'avais noté et j'attendais qu'on ait l'opportunité d'en discuter. Au début, tu as parlé d'écouter l'acheteur, au tout début quand tu t'es présenté, etc. Et moi, j'avais déjà noté la relation pour une question future sur la formation. Est-ce que tu penses qu'il est primordial de savoir écouter l'apprenant? J'ai ma réponse. mais, mais je suis. Enfin, voilà. L'écoute active est ultra importante dans la formation. Je pense que tu confirmeras. totalement. Et je dirais même l'écoute du. Alors moi, c'est un peu plus compliqué puisque c'est en ligne, donc, mais l'écoute du body language, essayer de voir si comment est-ce qu'ils réagissent à quelque chose. Est-ce qu'ils sourient? Est-ce qu'ils ont l'air de rien comprendre? Est-ce qu'ils ont l'air de lâcher? Est-ce que ça a l'air de les ennuyer, en fait? Est-ce qu'il y a des passages auxquels leur cerveau il est en ébullition et ils peuvent plus? Moi, très souvent dans mes formations, je vais rajouter des vidéos pour leur faire comprendre un sujet sur lequel on est en train de travailler depuis un moment, pour essayer de le décomplexifier sur du marketing, du gros hacking ou autre. Et l'idée, c'est que si je vois qu'en fin d'après-midi, il est 3h30 et que les mines, elles commencent à un peu se baisser, qu'ils commencent à un peu regarder. Parfois, je vois qu'ils baissent la tête, ça veut dire qu'ils regardent leur téléphone, ou que je vois qu'ils sont plus aussi concentrés qu'ils l'étaient le matin. Là, j'adapte mon cours et je me dis, OK, tout le monde, on arrête tout ce qu'on fait et on va regarder cette vidéo ensemble et je veux on l'analyse. Et à partir de là, en fait, je les fais travailler. Leur cerveau va encore continuer à travailler, mais comme c'est quelque chose de beaucoup plus léger, étant donné tout ce qu'ils ont vu durant la journée, le fait de m'être adapté, ça va les aider énormément pour eux à bien assimiler les principes, les thématiques ou ce qu'on est en train de voir euh, et bien conceptualiser les choses. Donc, ils en ressortiront bien plus gagnants que si j'avais insisté sur continuer l'exercice ou je ne sais pas quelle autre tâche. Donc aujourd'hui, toi, tu fais uniquement de la formation à distance. Est-ce que tu as eu l'occasion de faire de la formation en physique? Ouais. Alors avant le Covid, hein, évidemment. Hmm. Mais ouais, j'en ai fait beaucoup. J'ai fait de la formation en physique à la fois pour des associations, des ONG et directement dans les centres de formation. Là, je pense que ta question d'après, ça va être sur la grande différence. Je sais pas si je te demande Ouais, celle-ci. tout à Ouais. fait. Euh, Sur la grande différence, en fait, je dirais que
dans la prospection, pas prospection, mais dans la formation physique, euh, la grande différence, c'est comment je vais me comporter, comment je vais me tenir, la manière dont je vais parler et comment je vais réussir à rentrer dans la classe pour essayer de réellement les captiver, captiver leur attention, etc. Et en même temps, les attirer vers moi, vers les thématiques que je développe. Moi, je m'inspire beaucoup des professeurs que j'ai pu avoir parfois, de ceux qui m'ont réellement marqué. Je me souviens d'un de mes formateurs qui, la première heure de cours, il me l'avait dit après, c'est la plus importante pour lui, où il se tient debout, il est très bien habillé, il impose un certain statut, et puis il va prononcer le prénom et le nom de tout le monde. Tu vois, moi j'ai un prénom un peu hors du commun, on ne sait jamais si c'est Avenir, Avner, etc. Alors c'est Avner, comme ça tout le monde sera au courant. Et pareil pour mon nom de famille, c'est Usan, pas Usad. Euh, mais les professeurs peuvent pas le savoir, ça sans m'avoir demandé. Lui, il faisait extrêmement attention à bien prononcer le nom et à toujours demander est-ce que je suis correct? Est-ce que c'est exactement comme ça qu'on prononce votre prénom et votre nom? Oui, monsieur, c'est comme ça, très bien, monsieur. Et il insistait sur le fait de nous donner un certain statut de monsieur, madame, bienvenue, asseyez-vous, etc. Il y avait vraiment une sorte il installait le contexte. Maintenant, on était dans son cours et pas dans le cours de quelqu'un d'autre, et on allait être traité comme des adultes, même si on n'avait que 18 ans, et avec respect au niveau de notre prénom et de notre nom. Et ça, j'essaie de le réadapter, moi, dans mes formations, parce que j'avais trouvé ça extrêmement pertinent, surtout pour quelqu'un comme moi qui est habitué à avoir un nom qu'on écorche à la hache très souvent. Du coup, tu as abordé le point avec ce professeur qui allait venir juste après. Et ma question, ça allait être, est-ce que tu penses que Mm. en physique, il est important la première fois qu'on intervient en tant que formateur d'être, de bien présenter finalement? Est-ce que c'est important pour le reste de la formation ou est-ce qu'à ton sens, ça n'a pas d'impact? Si, ça a un impact énorme, en physique même plus qu'en virtuel, pardon, en virtuel même plus qu'en physique parfois. Euh, Disons qu'en physique, c'est facile d'entrer dans enfin, c'est facile. Disons, c'est plus simple d'entrer dans une classe, avoir le bruit de nos chaussures qui résonnent, de voir comment on est habillé, comment on se tient, etc. Sur le web, c'est beaucoup plus dur. En digital, c'est beaucoup plus dur de le reproduire. Mais l'intérêt, c'est plutôt essayer de redoubler d'efforts dans l'écoute, dans la manière dont on va poser notre voix, dans la manière dont on va euh, euh, interagir avec telle ou telle personne. Moi, je pense qu'il réellement est important dans mon premier cours, c'est que très souvent, je vais demander à mes étudiants de me dire qu'est-ce qu'ils font là, pourquoi, leur vision, parce que c'est des questions qu'on leur pose jamais en fait. Hmm. Très souvent, bah, des jeunes de 22 ans, ils sont en école de commerce, en reconversion professionnelle ou autre. Ils savent pas vraiment en fait ce qu'ils font là. C'est Pôle emploi qui les ont envoyés, c'est papa, maman qui voulaient. Ils pensent pas très souvent à eux. Donc, je prends un peu de temps dans le cours pour justement leur poser ces questions-là, qui les amènent vers une autre réflexion derrière. Et vient le moment où moi, je dois me présenter, mais là, j'ai attiré l'attention vers moi. Ils veulent savoir pourquoi moi, je suis là. Pourquoi est-ce que je suis légitime comme formateur dans ce domaine-là. Et là, on crée une sorte de dynamique où je suis plus le formateur et l'étudiant, mais je suis un accompagnateur, presque un ami, qui est là pour les aider, les accompagner dans l'idée de changement. Et même si que je vais leur présenter ne leur plaît pas, ou ils sont pas passionnés, là, actuellement, je donne un cours sur le vidéo marketing. Euh, il peut y avoir des élèves qui ont un peu plus de mal que d'autres, suivant l'âge, ce qu'ils ont fait avant, etc. Mais l'essentiel, c'est surtout que je puisse les accompagner, peu importe ce qui se passe après. Est-ce qu'ils vont continuer dans le vidéo marketing? Souvent, oui. D'autres vont me dire, ouais, finalement, je me suis rendu compte que je préfère du web design. Dans ce cas-là, il n'y a aucun problème. Est-ce que je peux vous envoyer vers un autre formateur, un autre organisme de formation, ou potentiellement des contenus en ligne sur ce domaine-là? Mais étant donné que je les ai écoutés dès le premier cours et que je sais où ils sont, comment ils se sentent, leurs priorités, etc., ça leur permet d'avoir au moins cette réflexion-là. Donc, peu importe ce qui se passe après, je leur ai déjà fait gagner du temps sur leur réflexion personnelle et pro. Et je pense que ça, c'est ce qui crée une énorme valeur ajoutée pour eux.
et une relation extrêmement interactive en ligne entre eux et moi. Et je te rejoins encore une fois totalement parce que c'est quelque chose que je pratique dans les formations sur lesquelles j'interviens pour la première fois, où je vais poser la question à l'apprenant, enfin je fais un tour de table finalement pour que chacun se présente, explique le pourquoi il est là, quelles sont les raisons qui l'ont poussé à faire ce type de formation et pas une autre. Souvent même pourquoi est-ce qu'il a choisi cet organisme de formation, donc cet OF-là et pas un autre. Et je pense que c'est important. Alors après, comme tu le disais, c'est vrai qu'en physique, c'est assez simple, on va mettre des guillemets, de bien présenter. Malgré tout, il faut quand même faire l'effort pardon, de le faire. Mais c'est plus simple d'imposer une sorte de stature, une posture de formateur qu'on va écouter et qu'on va respecter. Et encore que, tu vois, je prends mon exemple, moi je fais 1m60, enfin je suis un peu plus, je suis 1m65, mais je suis quand même assez petit par rapport aux gens qui peuvent être autour de moi. En reconversion pro, ça va être des gens. Alors l'âge n'a rien à voir, mais comme je pense que ma génération, il y en a qui sont plus petits, enfin de ma génération, il y en a qui sont de plus en plus petits. Et comme j'interviens sur des générations qui sont plus anciennes, souvent entre 30 et 50, j'ai plutôt l'habitude de tomber sur des gens qui sont beaucoup plus grands que moi. Et c'est vrai que, bon, moi je m'en fous, ça n'a jamais été comment dire, ça a jamais été un complexe de ma taille. Mais c'est vrai que les gens peuvent se dire, ouais, qu'est-ce qui fait là le petit alors que alors qu'en fait, je viens pour donner cours et c'est vrai que comme tu le disais très bien, ça peut être difficile de se donner une certaine légitimité, alors qu'on l'a totalement, cette légitimité, parce que ben, de par l'expérience, de par tout ce qu'on connaît, ce qu'on a vécu et qu'on est là pour leur donner toutes ces informations-là, ça peut paraître difficile. Et j'avais cette anecdote où j'en ai fait un podcast, où la toute première formation, bon, je suis tombé dans une formation où il y avait des personnes, ça s'était mal passé avec l'ancien formateur. Et quand j'ai commencé à me présenter, donc c'était il y a 3 ans, hein, j'avais 23 ans, je sortais d'école d'ingé. La personne en face, elle a chuchoté à son ami à côté, putain, ils nous ont encore envoyé un gamin. Et donc là, ça a été assez fou parce que, bah voilà, comme je l'ai dit dans le podcast, en 30 secondes, enfin en moins de 30 secondes, en 2-3 secondes, dans ma tête, j'étais en train de pleurer, j'avais envie d'aller me mettre sous un plaid avec du Nutella. Et puis après, j'ai repris le dessus assez rapidement, enfin ça s'est fait tout seul. Et je me suis dit, non mais attends, t'es quand même légitime à donner cours. Et voilà, et heureusement que j'étais, je vais entre guillemets dire, bien habillé, je présentais bien, mes slides étaient propres. La manière dont j'ai parlé avec eux après était nickel. Et ils ont senti cette relation. Et 2 heures après, ben, ils venaient me demander des conseils en me disant que c'était super, qu'ils étaient agréablement surpris. Et c'est ça qui est fou. J'ai une autre anecdote là-dessus. J'avais une chef à l'époque au Canada qui disait on a qu'une seule chance de faire une bonne première impression. Ouais. Euh, c'est un grand classique, hein, mais elle répétait ça tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et étant donné qu'elle voyait très souvent des investisseurs qui venaient c'était un show télé qu'on essayait de monter, l'idée c'était vraiment est-ce que à chaque fois là, j'arrive à faire cette bonne première impression? Et c'est un peu resté dans ma tête en me disant, c'est pas forcément parce que je vais m'habiller super classe ou avec des vêtements de marque, etc. Mais la manière dont je me tiens, la manière dont je vais communiquer, les mots que je vais utiliser, euh, l'éloquence que je vais avoir, va totalement changer la perception qu'on peut avoir de moi. Moi, je vais avoir un autre complexe. Alors, je fais à peu près la même taille que toi. Je dois faire un 68 par là, ou un truc comme ça. Moi, j'avais un autre complexe, c'était de me dire, étant donné que j'ai grandi en banlieue parisienne, je sais que j'ai un phrasé qui est un peu plus banlieue parisienne, très souvent, et j'avais un peu peur d'être jugé sur ça. Bon, là, je sais pas, on le verra pas sur le podcast, mais j'ai une bonne barbe. J'aurais pu être jugé sur ça aussi. Et j'ai toujours essayé de travailler un petit peu mon éloquence dans l'idée de ne pas être jugé uniquement sur mon physique, Mhm. mais qu'à partir du moment où on m'entend parler, étant donné que, en plus de l'expérience, des voyages et autres, on se dit, OK, celui que j'ai en face de moi, la perception que j'aurais pu avoir de lui, elle est totalement différente parce qu'il vient d'ouvrir la bouche Mhm. et qu'il parle avec un certain phrasé, etc. Donc, c'était vraiment J'avais un peu ce complexe-là je continue, je pense, à l'avoir. Mais c'est vraiment de pouvoir travailler à à essayer de changer cette perception-là. Après, très vite, les gens qu'on a en face,
ils sont assez ouverts. En tout cas, c'est mon cas. Moi, j'ai eu beaucoup de chance d'avoir des étudiants, des stagiaires super ouverts, surtout ceux à la Réunion. Euh, et c'était beaucoup plus facile, en fait, après, derrière, de discuter, de mettre à leur niveau, tout simplement d'être humain, en fait. Et derrière, à partir de là où c'est un être humain qui parle à un autre être humain, la relation est beaucoup plus facile à établir. Et du coup, ça allait être ma prochaine question. Euh, dans ta manière d'être en tant que formateur, donc je suppose que tu ne fais pas de descendants, de pédagogie descendante, et c'est pas quelque chose que je pratique non plus. Et c'est vrai que ça rejoint ce que tu étais en train de dire. J'ai tendance à être presque très proche des personnes et de plus être dans le cadre finalement de la formation, de plus être en mode ben, comme un ami qui lui dirait non mais là t'as fait une erreur, regarde, on va faire ça comme ça, il y en a pour 30 secondes, je l'ai déjà faite. Alors qu'un formateur un peu plus académique aurait pas cette posture-là, cette manière de parler. Et c'est vrai que ça crée quand même une certaine proximité. Alors est-ce que je pense que c'est la reconversion professionnelle qui fait ça, qu'on ait une certaine proximité, les gens ont déjà de l'expérience, ils sont sortis du cursus depuis un certain moment pour la plupart, et ils ont cette habitude bah, du monde du travail finalement, où tu es finalement entre collègues. Alors après, tu as bien sûr une hiérarchie avec les patrons, les directeurs, les chefs, mais quand même, tu restes collègue, et comme tu l'as très bien dit, tu restes humain, quoi. Hmm. Sur ça, moi, dans ceux que j'ai eus en reconversion professionnelle, en fait, je partais du principe que je trouvais que dans le scolaire, dans le milieu scolaire, et je pense que c'est le côté anglo-saxon qui m'a un peu aidé là-dessus, en France, on est très peu encouragé, on est très peu valorisé. En tout cas, c'était mon ressenti. On a l'impression, en fait, de pas être, de pas être crédible ou alors crédibilisé Mm. par nos professeurs, par nos formateurs, de pas être considéré. Et ça me dérangeait. Ça m'a toujours dérangé, en fait, dans mon parcours scolaire. Et je dis souvent à mes étudiants, j'ai eu des étudiants en conversion professionnelle, notamment sur le module social selling. Pour certains, je crois le plus âgé, il avait 67 ans. C'est pas simple à 67 ans de prendre en main, de partir en reconversion professionnelle déjà Mm. en tant que commercial et derrière d'aller travailler à la fois les plateformes sur LinkedIn, comment écouter sur le web, comment trouver des signaux pour aller parler aux clients, etc. C'est pas simple. Euh, et j'essaie souvent de me mettre à sa place et de chaque étape, qu'il a réussi ou pas d'ailleurs, fallait que je l'encourage. Et je savais au fond de moi que j'aurais rêvé d'être encouragé pour certains points. Parce que je me mettais à la place, ça aurait pu être mon père en face. Mon père aurait jamais eu la patience. Euh, et ce travail-là, je pense qu'il est essentiel d'avoir une formation juste voilà, descendante. En fait, on perd en qualité Mm. parce que l'apprenant va pas se sentir écouté, notamment pour son problème à lui. Quelqu'un qui apprend à 67 ans à gérer les réseaux sociaux ou à développer un logiciel, forcément, ça va être plus compliqué. En tout cas, il y aura beaucoup plus de chances que ça soit compliqué pour quelqu'un qui est né avec ce digital-là. Donc vraiment, pour moi, c'était essayer de défaire ce que j'avais vécu. Et j'ai vraiment fait ce travail un peu sur moi-même. Je sais pas si ça a été ton cas, mais je voulais casser en fait tout ce qui m'avait déplu dans mon parcours scolaire. Ok, ça m'a pas plu, je vais le changer, je vais essayer de trouver un truc qui va vraiment plaire à mes apprenants et je vais les mettre dans un état qui va les rendre confortables avec moi et avec la thématique. Non, tout à fait, ouais. Et c'est vrai que cette notion de désapprendre pour réapprendre, ça peut faire extrêmement peur parce que on est conditionné, entre guillemets, à apprendre d'une certaine manière. Et quand on arrive en reconversion pro, on est autant en tant que formé que formateur, donc en tant qu'apprenant ou formateur, ben on change totalement les codes parce qu'on n'est plus là pour suivre quelque chose d'académique, mais pour accompagner, comme tu l'as très bien dit, les gens vers un objectif qu'ils ont professionnel. Et on ne peut pas suivre un cursus académique avec eux, c'est pas possible. Parce qu'ils en sont sortis, ils ont plus ces codes-là. Ils ont fait, c'est eux aussi de leur côté, ce processus de désapprendre, parce qu'ils sont sortis du cursus, et ils ont leur propre manière d'apprendre. Et donc il faut arriver à se caler là-dessus, et aussi à leur donner la bonne manière d'apprendre, ou de faire de la veille. Tu en as parlé plusieurs fois, donc pour ceux qui nous écouteraient, donc la veille, ça reste quand même quelque chose de connu, mais c'est de se tenir informé finalement
sur une techno ou sur une manière de faire ou sur un certain domaine. Et c'est vrai que ben, rester informé dans ton domaine comme dans le mien, c'est hyper important. Et cette manière de continuer d'apprendre, au fur et à mesure, ben, ça s'apprend en fait. On apprend à apprendre. Mais d'abord, il faut souvent ben, désapprendre toute l'architecture qu'on a apprise qui ne fonctionne plus au-delà du cursus scolaire. Mm. Ouais, dans le marketing, je leur dis, écoutez, c'est super triste, pour moi y compris, hein, j'ai fait un bac littéraire, euh, mais vous m'oubliez les gros paragraphes, les gros pavés, les grandes envolées à la Émile Zola, etc. Euh, Ça fonctionne beaucoup moins, notamment sur le web et les réseaux sociaux où le temps d'attention est quand même beaucoup plus limité que sur un livre. Ça fonctionne beaucoup moins, donc on va essayer de oublier ça. Il va falloir réapprendre à apprendre de l'autre côté. Et c'est un réel travail. Moi, souvent, je les félicite, surtout pour ceux que j'ai pu avoir en reconversion professionnelle qui avaient un certain âge. Je commence déjà par à leur dire bravo déjà d'avoir fait ce choix-là. C'est pas simple de se dire je vais mettre en péril potentiellement ma vie, mes enfants, ma famille, mon loyer et autres pour changer de carrière et faire quelque chose qui me plaît ou parce que j'ai été poussé vers la sortie ou autre, mais peu importe pourquoi on change de carrière, mais c'est pas simple. Et peut-être que mon expérience d'avoir changé de pays très souvent, de langue très souvent, j'arrive à les comprendre peut-être plus facilement parce que j'ai été un peu à leur place à me dire, OK, encore une fois, je repars de Mm. zéro. Tout à l'heure, tu parlais de réapprendre. Moi, je me souviens d'un truc que je détestais à l'école, c'était oui, mais il faut suivre le programme. Hein, on est en retard sur le programme. C'était une phrase qui revenait tout le temps. Ouais. Euh, Toi, je pense que tu étais très bon en maths. Moi, c'était pas mon cas. Et je détestais en fait en maths dès que la professeure ou le professeur disait non, mais on est en retard sur le programme, on peut pas revenir là-dessus. Donc en fait, pour moi, c'était juste bon, bah ok, bah terminé, je suis largué en fait. Ouais. J'ai raté les deux chapitres précédents, j'arrive pas à les comprendre, j'arrive pas à les assimiler, je peux pas me payer des cours du soir ou autre. Bon, bah tant pis pour moi en fait. Donc c'était un peu vraiment le. Et je trouvais que ça, c'était un peu du gâchis, parce qu'il y avait tellement de potentiel, moi mais les autres, hein, de gâcher, juste parce qu'il y avait un programme à suivre. Et je te rejoins totalement sur ce point-là. Et c'est vrai que c'est l'avantage, entre guillemets, de ces formations ben, qui sont en dehors du cursus, c'est qu'on peut vraiment s'appuyer sur ce qu'on connaît et clairement le rendre modulable par rapport aux besoins et prendre parfois plus de temps pour certaines personnes. Et ça rejoint du coup le point pour lequel moi j'ai fait des vidéos, c'est parce que je voyais que des fois j'avais des niveaux différents. Et la problématique, c'est qu'il y en a qui aimeraient avancer plus vite et d'autres qui sont bah, largués et qui aimeraient avancer moins vite. Et je peux pas me dédoubler, hein, je suis comme tout le monde, j'ai qu'un seul cerveau, j'ai deux bras, deux jambes. Et il y a un moment donné, ben, tu dois faire des compromis en tant que formateur. Soit tu vas plus vite, soit tu vas moins vite. Et c'est toujours un petit peu la difficulté. Donc j'étais un peu frustré à ce niveau-là et je me suis dit, bon, bah, faut que je trouve une solution, je vais faire des vidéos. Comme ça sera le même cours. Ceux qui veulent les réécouter, eh ben, ils les réécouteront. Ceux qui veulent aller plus vite, eh ben, ils suivront les formations vidéo. Et moi, comme ça, je garderai ma matière grise pour aider ceux qui sont à la traîne. Et Hmm. ça a plutôt bien matché. Là, tu vois, je sors d'une sorte d'A/B testing sur une formation depuis janvier, donc sur 2 mois. Et les retours ont été incroyables. Ça a vraiment permis aux gens d'apprécier mieux le cours. Parce que j'avais donné un autre cours en début d'année, donc plutôt septembre, en début d'année scolaire, entre guillemets, en septembre 2020. Et ça a été une catastrophe. Clairement, hein, ça a été ma pire formation c'est en 3 ans. Donc j'ai grosse remise en question. Ça a été difficile à vivre, mais bon, c'est comme ça. Et parce que tu te dis, bon, bah voilà, est-ce que finalement je suis nul, je suis pas fait pour. Enfin, bon, là, Encore, encore cette notion de performance qui revient. ouais, c'est ça. Mais clairement, hein, et bon, là, on switch un peu, mais c'est vrai que ça peut peut-être être intéressant. Et j'en ferai peut-être un jour un podcast que je publierai sur LinkedIn ou autre. Mais ça a été difficile de passer le cap en me disant, ouais, bon, ben finalement, c'est juste un cours, ça s'est mal passé, ça arrive. Et voilà, évidemment, il y avait des problématiques qui étaient liées à moi, il y avait aussi des problématiques liées à la formation que le client connaissait, mais t'as jamais envie d'avoir une mauvaise expérience, pour pas dire un échec. T'as pas envie d'avoir une mauvaise expérience parce qu'évidemment, ça touche dans ta performance, aussi dans ton ego.
Et forcément, tu sors clairement de ta zone de confort et tu dis, bon, là, c'est pas bon, ça s'est mal passé, il va falloir que je trouve une solution parce que faut que je sois performant. Mm. Après, c'est la même chose dans les formations. Il y aura toujours une notion de un peu changer l'état d'esprit, etc. Notamment sur ceux qui sont en reconversion professionnelle. Mais moi, je parle souvent d'échecs et sans faire exprès. En tout cas, c'est ce qui ressort dans mes formations. Pour certains, je leur ai redonné confiance en eux, ce qui est quelque chose qu'on a souvent perdu, hein, même nous, hein, tu vois. T'es formateur, tu rates une formation comme un footballeur raterait un match un soir, Mm. et puis derrière, c'est toute la carrière qui est remise en cause pour un seul, une seule fois. C'est un peu derrière essayer de comprendre que la notion d'échec, parce que chez nous, elle est un peu pointée du doigt en France. Ouais. J'en parle un peu de l'extérieur parce que je suis à Stockholm en ce moment, hein, mais il y a vraiment un peu cette notion que ah bah, t'es un peu un loser ou t'as mal fait ton travail, ou, etc. Alors que l'idée de l'échec, au final, si on le prend du point de vue de il y a quelque chose à apprendre derrière, et bah, j'ai fait telles erreurs, mais en vrai, elles étaient là depuis un moment, elles sont juste montrées de manière exponentielle cette fois-ci. Qu'est-ce que je peux en tirer? Qu'est-ce que je peux en comprendre? Et comment je peux l'analyser et comment je peux m'améliorer derrière? J'imagine que depuis, là, tu viens de dire, hein, ta dernière formation a super bien marché, l'A/B testing. Euh, J'imagine que c'était lié au fait que tu aies eu un échec auparavant. Mm. Ah, bien sûr. Totalement, totalement. Bah, j'ai revu. Alors, c'était lié parce que, notamment, bah, c'était les mêmes apprenants où il y avait vraiment un niveau qui était. Voilà, un écart type qui était énorme. Et je pouvais pas ralentir. C'était une matière qui était importante pour le reste de la formation. Et je pouvais pas ne pas donner toutes les notions. Mais malgré tout, il y en a qui étaient trop à la traîne et qui n'ont pas réussi à acquérir les notions. Donc, je me suis retrouvé pour la première fois dans un compromis à continuer mon cours en sachant que la moitié était larguée, ou à stopper mon cours, mais à perdre la moitié qui était déjà en avance. Et donc Mhm. là, c'est un compromis, donc c'est des formations qui sont assez courtes, j'avais 9 jours, et là, ça a été un compromis, ben, tu fais un choix, il y a forcément des conséquences derrière, que ça soit le choix d'un côté ou le choix de l'autre, je pense que les conséquences auraient été les mêmes, et finalement, j'ai pris le parti de réduire le cours, de continuer à donner des informations, quitte à ce que la moitié râle parce qu'ils avaient déjà vu. Donc j'ai essayé de donner des exos à côté pour qu'ils continuent, mais forcément ils n'avaient pas les notions, ils débutaient la formation, donc ils n'avaient pas toutes les bases non plus. Donc c'était compliqué pour eux d'apprendre tout seul. Donc voilà, c'était quand même un sacré méli-mélo. Et voilà, après comme tu dis, l'échec, et tu vois, on en parlait avec un autre formateur en podcast, en France, c'est quand même, c'est bête, mais c'est vrai, c'est assez mal vu d'échouer. Euh, voilà, parce que pour plein de raisons X et Y. Et c'est vrai qu'on a tendance à un peu perdre cette confiance, malgré tout, et de se dire, ouais, bah, c'est que je suis nul. Alors que, comme tu le dis, bah, dès que tu fais ce travail de te remettre en question, et on en a parlé au début du podcast, tu réfléchis, tu dis, bon, ok, qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi ça n'a pas marché? Bien sûr, il y a une partie qui est liée à la formation, qui est liée à pourquoi les apprenants ont un tel écart, alors que d'habitude, il n'y a pas d'écart comme celui-là. Mais quand bien même, même s'il y a une partie qui n'est pas liée à moi, j'aurais pu faire mieux. Donc là, on tombe dans la notion de performance. Et comme tu dis, c'est comme si j'avais loupé le péno à 90 minutes au foot sur un 0-0 et que c'est une finale, quoi, tu vois. Enfin, pas une finale, mais parce qu'une finale, il y aura les prolongues, mais t'es en prolongue, t'es le dernier péno et tu le loupes. T'as ruiné ta carrière. Alors que c'est un match sur peut-être les 300, 400 matchs que t'as fait. Et voilà, tant pis, ça arrive. Peut-être que c'est qu'il y a eu un coup de vent et t'avais pas pris le coup de vent dans les conditions, mais et ça arrive. Il faut se dire que c'est un échec, c'est possible, et il faut savoir en fait non pas rester sur cet échec, mais prendre du recul et se dire ok, comment est-ce que je peux améliorer tous les points qui sont liés à moi. Et donc là, c'est ce que j'ai fait. J'ai dit bon ben, je les revois dans 5 mois, 4 mois. Je vais faire une vidéo de mon prochain cours. Je vais la tourner. Comme ça, ils auront du contenu pour ceux qui veulent aller plus vite. Et moi, je vais garder du temps pour les 10 qui sont à la traîne. Et ça va marcher, ça va matcher, je le sens. Et du coup, ça a matché. Hmm. Oui, après il y a différents leviers en fait de voir l'échec, mais tu peux aussi avoir des échecs. Moi, sur certains de mes étudiants, ce qui va me déranger, c'est que
derrière, j'ai l'impression que même s'ils ont suivi cette formation avec moi, euh, bah, au final, ils n'ont pas lancé leur entreprise ou je sais pas, ça n'a pas fonctionné ou X ou Y raison. Euh, et parfois, au début, je le prenais un peu pour moi. Et puis, petit à petit, je me suis rendu compte aussi que certains de mes étudiants, notamment pour ceux qui étaient en reconversion professionnelle, et c'était lié à des centres de formation qui travaillaient directement avec Pôle emploi, ils n'étaient pas forcément là pour les bonnes raisons. Autrement dit, ils étaient aussi, pour certains, là parce qu'on les obligeait un peu et que sinon, bah, il y a plus d'aide. Euh, et qu'on leur a dit de faire cette formation-là pour pas perdre leurs aides. Donc, il y avait aussi cette idée-là. Maintenant, pour le groupe en général, est-ce que ma moyenne, en tout cas dans le groupe, ça a vraiment aidé beaucoup d'entre eux? Et est-ce que beaucoup d'entre eux qui, à la base, et ils me le disent hein, souvent, tu pourras regarder mes témoignages à la fois sur LinkedIn ou sur mon Google My Business, euh, il y a souvent cette idée de j'attendais rien de cette formation, ou je m'attendais pas à ça, ou je pensais pas que ça serait de ce niveau, etc. Et l'objectif, c'est que est-ce qu'il y a eu un réel changement par rapport aux autres formateurs et par rapport aux autres formations, ou même ceux qui étaient venus pour pas forcément les bonnes raisons, y ont trouvé quand même quelque chose pour eux avec quoi repartir. Tu arrives à te détacher de ça, du fait que certains, finalement, même si tu sais que c'est tu y es pour rien, qu'ils sont venus un petit peu parce que bah, il y avait les aides ou qu'ils ont vu la lumière, tu arrives à te détacher émotionnellement de ces personnes-là et de pas te dire quand même, à un moment donné, même s'ils étaient là pour les mauvaises raisons, j'aurais pu les faire changer d'avis et leur donner envie. Euh, pense que maintenant que j'ai acquéri assez de confiance en moi, parce qu'il y a aussi le syndrome de l'imposteur, de se dire est-ce que je suis réellement légitime d'être là, etc., même avec 10 ans de carrière, même avec tout ce que j'ai pu faire dans ma vie. Euh, mais je pense que j'ai passé un cap là-dessus de confiance en moi, à me dire que je sais que ce que j'ai délivré durant la formation, est quelque chose dont j'aurais rêvé d'avoir, que j'ai réellement pris le temps pour chacun, que la formation a été réellement personnalisée pour chacun, et que j'ai réellement essayé de les accompagner. Et que j'ai même vu durant d'ailleurs la formation que pour certains, ils étaient en train d'arriver à un autre niveau de façon de penser. Limite, j'étais en train de faire des petits consultants pour beaucoup d'entre eux, dans la manière dont ils percevaient les choses en termes de marketing et autres. Et à partir de là, en fait, peu importe ce qu'ils font après, je sais que j'ai, à cet instant T, fait évoluer leur manière de voir les choses, de penser, leur vision, etc. Et donc forcément, même si l'impact n'est pas imminent, même si ça n'a pas été fait dans les 6 mois après la formation, je sais que ce qu'ils ont vu avec moi va changer quelque chose dans leur vie. Et que peut-être que dans 10 ans, au moment où ils seront beaucoup plus en confiance en eux, ou qu'il n'y aura pas de problème dans leur famille ou autre, hein, parce qu'il y a plein d'éléments qui entrent en jeu, ils seront en capacité, à ce moment-là, ce qu'ils auront vu avec moi, les notes qu'ils auront pris, leur serviront. Ok. Euh, je vais revenir un petit peu sur quelque chose dont tu as parlé et que tu as évoqué très très rapidement. Tu as évoqué la formation de formateur. Donc, est-ce que tu en as suivi une? Mm. Ouais, j'en ai suivi une. Euh, alors, comment je peux dire ça sans sonner prétentieux? J'en ai suivi une, mais j'avais pas l'impression, j'avais même suivi plusieurs, hein, parce que j'ai fait des webinaires aussi, mais à chaque fois, j'avais l'impression qu'on était un peu dans le côté éducation nationale, on a le programme à suivre, et c'est comme ça qu'il faut faire. Et ça m'a toujours un peu titillé j'étais beaucoup plus réfractaire, mais je pense que c'est mon côté pour avoir vu autre chose ailleurs, en fait, où je trouve que très souvent, ce que je vais apprendre va être trop limité par rapport à l'ambition que j'ai ou ce que j'ai pu voir ou ce que j'ai pu faire. Notamment au niveau de comment prendre la parole, comment présenter ses slides, comment nommer ses formations, comment interagir avec les apprenants. Euh, je me dis que si le truc tout bête, hein, si un vendeur n'arrive pas à me vendre quelque chose, je vois pas en quoi le vendeur serait en capacité de m'enseigner comment vendre. S'il n'arrive même pas à me convaincre moi-même, je vois pas en quoi il serait en capacité. Pour les formateurs, j'ai un peu la même, peut-être que c'est un défaut, hein,
euh, j'ai un peu la même approche où très souvent je me dis est-ce qu'ils ont réussi à capter mon attention, à maintenir mon attention, est-ce que j'ai envie de participer dans son cours, etc. Et si c'est pas le cas du tout, et si je m'ennuie complètement, si sans faire exprès je me retrouve sur mon phone au bout de 5 minutes parce que ils m'ont totalement perdu, c'est que je me dis qu'en face j'ai peut-être pas le meilleur formateur pour m'apprendre ce que je recherche ou pour me former moi en qualité de formateur. C'est prétentieux peut-être. Maintenant j'essaie de dire ça avec un peu de recul. C'est plutôt que voilà, je vais peut-être avoir une façon, et je crois que c'est ton cas aussi, hein, Thomas, là-dessus, de voir les choses différemment et de m'inspirer de tout ce que j'ai pu voir, entendre, etc. Donc, le traditionnel dans comment transmettre l'information et faire monter en compétences, pour moi, il est en train de vieillir un petit peu. Hmm, tout à fait. Tout à fait, je te rejoins. Tu vois, j'en parlais, je sais plus quand, dans un autre podcast en tout cas, et je demandais à la personne en face de moi si finalement, un jour, on remplacerait pas la partie académique par des formations comme on fait aujourd'hui, qui sont finalement beaucoup plus proches des attentes de l'entreprise. Et alors évidemment, il faudra peut-être toujours des personnes sortant d'HEC, des personnes sortant des mines. Je regardais il n'y a pas longtemps un trader qui passe beaucoup sur YouTube en ce moment et qui est maintenant à la retraite et voilà, qui sortait de ce type de grandes écoles. Alors je suppose qu'on n'apprendra pas à devenir trader dans les grandes banques pour prendre que ce domaine-là, hein, à travers des formations comme on donne nous, et encore que je pense que c'est possible si c'est donné par des bons formateurs qui ont beaucoup d'expérience. Mais finalement, dans le digital, est-ce que on finirait pas par ne plus avoir de réinsertion, mais carrément avoir de l'insertion professionnelle à travers des formations? Euh, je pense que oui, en fait, disons que la formation est en train d'évoluer constamment. Là, elle est en train de se restructurer avec tous les labels Datadoc, Calliope, etc., qui est assez lourd administrativement. Mais l'objectif, c'est est-ce qu'en face, on a un organisme de formation qui est structuré, qui fait de la veille, qui continue à enseigner, quels sont les retours qu'il a, est-ce que ces processus de lien avec les apprenants fonctionnent, est-ce qu'ils se modernisent, etc. Donc il y a une réelle approche, je pense, liée à l'État qui est en train de se faire. Et de l'autre côté, je pense que nous, formateurs, et pour moi, organisme de formation, je suis obligé de me réinventer aussi. Euh, Moi, j'avais un exemple, c'était ma voisine qui est comme une tante, qui est brésilienne et qui est venue en France quand elle avait à peu près 20 ans et qui est devenue prof d'espagnol. Au Brésil, on parle portugais, pas espagnol, mais qui a appris en fait l'espagnol tout simplement parce qu'elle avait une coloc péruvienne et qu'elle passait beaucoup de temps avec. Et moi, je me souviens que quand on est arrivé au Mexique, j'avais fait à peu près 8 ans d'espagnol, à la fois collège, lycée, pareil pour mes potes et mes colocs. Et on est arrivé là-bas et on bégayait, mais tout le monde bégayait. J'ai passé 2 semaines à parler anglais et pas espagnol. Tout ce que je savais dire, c'est Hola, me llamo Avner. Et ça allait pas plus loin, et avec un bon accent français, tu vois. Et en fait, le fait d'être en immersion, de rester que avec des Mexicains toute la journée, etc. Allez, au bout de un mois, ça y est, on commençait à réellement prendre en main la langue, à pouvoir faire des présentations uniquement en espagnol, à écouter des chansons mexicaines, à vivre la langue. Et j'avais vu un podcast là-dessus qui disait on met 6 mois pour maîtriser 80% d'une langue et toute une vie pour en maîtriser 100%. Donc en fait, les 8 années quasiment que j'ai perdues à l'école, enfin pour moi c'est perdu, euh, ça m'a pas aidé par rapport à 6 mois d'immersion. Et je pense que la formation là-dessus doit essayer de prendre cet exemple-là pour réellement faire monter en compétence, transmettre un savoir à la manière dont on peut le faire pour essayer d'apprendre une langue. Un enfant, quand il apprend quelque chose, on commence pas par lui dire la grammaire, la conjugaison. Un enfant de 1 an, 2 ans, mais il apprend à tomber, à se relever, il apprend à écouter, il écoute beaucoup, à répéter ce qu'il entend, il bat, etc., jusqu'à qu'il arrive à 6 ans et que réellement il commence à prendre forme, à maîtriser un petit peu la langue orale et après à passer à l'écrit. Mais il a mis 6 ans pour le faire.
Mm. Nous, on nous demande très vite à l'école, bah, écoute, voilà l'espagnol, bah, voilà les verbes irréguliers. Euh, je sais que chez les Scandinaves, on n'apprend pas du tout de la même manière les langues. Et pour le coup, ils sont tous bilingues anglais. Euh, et que chez nous, ce blocage-là, en tout cas, n'aide pas, pour moi, à la manière d'apprendre. Bah, je parle des langues, mais pour le digital, c'est la même chose. C'est comme une langue. Toi, pour toi, ça doit être la même chose pour le Mm. logiciel, mais on est en train d'apprendre une nouvelle manière de penser. Moi, je parle très souvent des algorithmes. Mm. Je ne vais pas vous apprendre à faire des publications sur les réseaux sociaux sans que vous compreniez le langage de telle ou telle plateforme. Et le langage de LinkedIn, c'est pas le même que YouTube, c'est pas le même que Facebook. Et l'algorithme ne fonctionne pas exactement de la même façon. Donc, il faut d'abord comprendre comment fonctionne la langue avant de même vouloir essayer de la parler. Donc, il y avait vraiment, pour moi, cette idée-là derrière la formation. Et en plus, pour reprendre cette comparaison avec les algorithmes, qui sont du coup pour vulgariser un petit peu c'est finalement des processus qui vont mettre en avant plus ou moins, je parle pour les réseaux sociaux, les différents posts et publications, et aussi la manière dont on va avoir une portée, c'est-à-dire que les gens vont être touchés, vont voir, donc touchés, quand je dis touchés, c'est vont voir la publication. Par exemple, LinkedIn, il va y avoir un certain délai minimum où il faut des interactions pour que la publication continue à avoir une portée organique, donc d'être vue par de nouvelles personnes. Et donc c'est ça l'algorithme, c'est ce processus-là. Et c'est vrai que j'ai perdu le fil en expliquant, mais je vais retrouver. Sur les langues, peut-être aussi, par rapport à ce que je disais sur les langues. Non, j'ai complètement perdu. Bon, ça me reviendra. C'est vrai que j'avais pas d'autres questions qui me sont venues. Alors après, si j'en avais par rapport à l'éducation, avec toute ton expérience, je suppose que tu as dû voir plein de modes d'éducation, que ce soit académique ou non académique. Et du coup, tu me parlais en off plutôt de l'inspiration canadienne. Hmm. Donc est-ce que tu pourrais essayer de détailler un petit peu par rapport à ça? Hmm. Euh, En fait, on dit souvent, alors mon associé et moi, hein, qui sommes tous les deux formateurs, qu'on a une approche beaucoup plus anglo-saxonne dans la manière de faire. Moi, je la saupoudre de Scandinavie aussi actuellement parce que je trouve que la pédagogie scandinave est extrêmement avancée. Elle est plus dure à mener, mais elle est vraiment avancée depuis la toute petite enfance. Mais en fait, c'est surtout la recherche de arriver à comprendre très rapidement des processus ou des thématiques et les assimiler par la pratique, les assimiler par les tests, un peu comme de l'A/B testing, mais très vite mettre la main à la pâte pour essayer de le comprendre. Je donnais l'exemple de l'enfant tout à l'heure. L'enfant, il n'apprend pas à courir avant d'apprendre à se lever et d'essayer de marcher. Il teste, il tombe, il teste, il tombe, il teste, il tombe, il remonte. Il finit par marcher et ça finit par rouler tout seul. Et c'est la même chose chez tous les enfants. Ça, pour moi, ça va être un peu une approche anglo-saxonne plutôt que d'essayer de comprendre tout le système avant même de se lancer. Euh, et là-dessus, ça a été un peu, on s'est fait un peu secouer, je dirais, au Canada avec le mode de pensée français là-dessus, parce que il a fallu réapprendre à apprendre pour nous aussi à comment on peut vite être dans l'action, comment on peut vite maîtriser bah, le 80% d'un sujet, et puis les 100% d'un sujet, bah, ça prendra un peu plus de temps, mais au moins le 80% d'un sujet, très rapidement, on sera en capacité de le maîtriser. Donc, c'était vraiment cette approche-là que je veux essayer de transmettre à mes étudiants parce que je sais que derrière, on parle de l'algorithme. Ce que je suis en train de leur enseigner aujourd'hui sur LinkedIn, après-demain, ça a changé. L'avantage, c'est qu'ils sont dans des groupes privés, donc ils continueront à avoir la bonne information et les évolutions des algorithmes. Mais je veux qu'eux, ils soient en capacité de comprendre que ce qu'ils ont appris, il faut qu'ils le réadaptent et comment ils peuvent le réadapter. Donc, il y a tout un travail derrière pour que, peu importe ce qui se passe demain, même si c'est pas LinkedIn et que c'est TikTok, je sais pas, Hmm. qu'ils soient en capacité de s'adapter. Du coup, j'ai retrouvé le point sur lequel je voulais rebondir tout à l'heure. C'était bien sur les algos, donc j'étais parti sur les algos et l'explication des algos.
et que finalement, en fait, comme tu le disais très bien, eh ben, les algos, aujourd'hui, on n'a pas de documentation précise sur comment ils fonctionnent. Et on en revient à ce que tu viens de dire à l'instant, c'est qu'il faut expérimenter, il faut tester. Personne n'a la science infuse sur ces manières, ces processus. Et tout comme l'enfant, pour reprendre ta comparaison, n'a pas la documentation de comment il va apprendre à marcher. Il va tomber et il va trouver son équilibre tout seul. Et alors, C'est on ça. peut être accompagnateur, on peut l'aider en lui tenant les mains ou en l'aidant voilà, dans certains mouvements, mais dans tous les cas, c'est à lui de trouver l'équilibre pour tenir sur ses jambes et marcher tout seul. Et ça rejoint exactement cette pédagogie-là qui est expérimenter et non plus attendre de manière descendante les informations parce que elles sont pas totalement vraies, elles sont peut-être même plus vraies du tout. Et puis surtout, c'est pas parce qu'on a l'information et la connaissance qu'on l'a comprise. Mm. Mm. Et, Ouais, du tout. Mm. Et ça, j'aime bien Euh, le dire. Vas-y, vas-y, vas-y. non, je voulais juste rajouter sur l'algorithme. Moi, je compare souvent ça à la formule secrète de Coca-Cola. Ouais, Coca-Cola est là depuis plus de 100 ans. On ne sait toujours pas comment est fait le Coca-Cola. En tout cas, on n'a pas la formule exacte. Beaucoup ont essayé de la reproduire, hein, mais ça n'a pas toujours fonctionné. C'est un peu pareil avec les algorithmes. Donc, va falloir tenter. Et puis, de toute façon, la formule de Coca-Cola, j'imagine qu'elle évolue un tout petit peu, oui. comme les algorithmes. Donc, ce qu'on leur dit hier va pas fonctionner aujourd'hui, ne fonctionnera pas demain, ou peut-être moins. Donc, Mm. c'est un perpétuel changement et il faut vraiment qu'ils se mettent en... faut leur donner les outils pour qu'ils sachent que oui, vous pouvez marcher. Et oui, vous pouvez atteindre l'équilibre comme le petit enfant. C'est ça. Mais pour continuer un petit peu à filer cette comparaison et cette métaphore, si on peut l'appeler comme ça, c'est que une fois qu'on aura appris à marcher, bah, si on se met au roller, il faudra apprendre à faire du roller. C'est pas parce qu'on sait marcher C'est ça. qu'on saura faire forcément du roller, on va tomber, on va réapprendre de nouvelles choses. Pourtant, on a la base, on a l'équilibre, mais la perception de l'équilibre va changer parce qu'on sera sur des roues, on aura des patins aux pieds, et c'est la même chose avec le vélo, c'est la même chose avec la trottinette, le skateboard. Et ça rejoint exactement tout ce que tu expliquais auparavant. J'ai une anecdote moi, sur ça pour reparler bah, de ma voisine brésilienne. Elle, un de ses cours, elle donnait des cours dans une grosse école de commerce française, là, une des top 3. Je ne vais pas la citer, mais une des top 3. Euh, et en rentrant dans ses cours, la première chose qu'elle faisait, elle faisait beaucoup de théâtre, elle, c'est de rentrer dans le cours comme si en fait elle cherchait sa salle. Et elle arrivait et demandait en espagnol uniquement, elle parlait jamais en français, elle demandait en espagnol uniquement si c'était bien la salle, si elle était au bon endroit ou pas. Et les élèves étaient contraints en fait de lui répondre. Puis elle s'assoit tranquillement, un peu stressée, genre c'est mon premier cours, etc. Je viens d'arriver en France un peu. Donc elle avait capté l'attention de tout le monde en fait. Et puis après, elle rentrait dans la classe, tout le monde était assis et elle commençait par aller voir chacun, leur serrer la main. Alors, c'était avant le Covid, évidemment. Leur serrer la main et leur demander en espagnol, Hola, me llamo, me llamo Avner et tú cómo te llamas. Et tout le monde devait répondre et tout le monde devait échanger. Ce qui fait qu'en fait, toute la classe avait parlé, toute la classe était captivée, toute la classe avait envie de le faire. Et derrière, progressivement, elle les amenait vers eux. Donc, c'était un réel échange. J'ai beaucoup appris d'elle. Après, on s'amusait à regarder des conférences TED Talk pendant tout un été et d'analyser comment le speaker se mettait en scène, comment il parlait, comment il articulait, etc. Ça m'a énormément appris sur la manière d'interagir avec l'audience. Ça, c'est très intéressant et ça rejoint un petit peu le point du tout début qui est finalement comment la posture, comment est-ce qu'on arrive dans une classe. Mais c'est vrai que ça fait quand même beaucoup de choses, entre guillemets. Alors, ça s'apprend au fil du temps, évidemment. Il ne faut pas connaître 100% des choses pour se lancer en tant que formateur. Mais c'est vrai que c'est des points qui sont intéressants à connaître et à travailler au fur et à mesure pour toujours avoir une meilleure prestation, on va dire, et être toujours plus performant pour captiver. Parce que forcément, si les gens sont captivés, ils auront plus tendance à apprendre rapidement et facilement parce qu'ils seront plus intéressés par le cours. Et finalement, c'est beaucoup de mécanismes qu'on pense pas en tant que formateur au départ, puisque nous, on va voir plutôt le cours, le Mm. fond, et alors qu'en fait, il y a aussi ben, la forme autour qui est importante. Que si on capte pas l'attention ou que les gens sont pas intéressés par la manière dont on fait descendre l'information ou qu'on fait partager l'information, ben ça matchera pas quoi. Mais je dis souvent, moi, mes étudiants, ils ont toutes les raisons du monde, surtout
nous, la moderne, avec notre téléphone qui est à 1 centimètre de nous toutes les 30 secondes, d'aller regarder, en un clic, ils peuvent avoir accès au monde entier. Mm. S'ils veulent regarder une vidéo d'un Mexicain en train de manger des tacos à l'autre bout du monde, ils peuvent en une seconde via un clic. Donc en fait, ils ont toutes les raisons du monde d'abandonner la classe et d'aller s'évader ailleurs. Donc comment est-ce que je peux rendre mon cours assez interactif pour qu'ils aient pas envie de le faire et qu'ils veulent rester avec nous? Et je pense que ça serait trop prétentieux de penser que bah non, il suit mon cours et il va pas regarder son téléphone ou j'interdis les téléphones ou autre. Étant donné qu'aucun d'entre nous n'arrête de regarder son téléphone toute la journée ou c'est très rare. Donc il y a vraiment cette approche-là. Moi, je dis souvent à mes étudiants, est-ce que c'est bon, ça va le cours, ça s'est bien passé aujourd'hui, est-ce que vous m'autorisez à revenir demain? Encore une fois, un peu comme une prestation, une performance scénique. Est-ce que ça vous a plu et vous voulez revoir la suite Suite. de la scène de théâtre demain ou ce genre de choses? Donc il y a vraiment cet esprit, pour moi, on a très peu d'attention et on peut très vite avoir une ouverture sur le monde. Et pourtant, on va regarder 2 saisons de Netflix de n'importe quelle série en une soirée. Mais parce que ce qu'on regarde, c'est en train de nous captiver, ça nous intéresse, l'histoire, le storytelling autour, bah, tu parlais de la forme, tout ce qu'il y a autour est bien fait, donc on est captivé, on n'a pas envie d'aller se coucher. Donc il y a vraiment cet aspect-là pour moi où j'essaie vraiment de me dire comment je peux rendre la formation à distance, peu importe où ils sont, assez interactif pour qu'ils veulent rester avec moi et pas faire autre chose en même temps. J'ai une dernière question pour toi avant de passer à la conclusion du podcast. Pas que je veuille nous mettre à la porte, mais ça fait déjà 1 heure et demie qu'on discute. Ouais, Et ouais. bon, il va faire faim aussi. Mais ça sera avec plaisir que tu reviendras, j'espère, dans un prochain podcast parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Tu vois, j'avais noté d'autres questions, on n'aura pas le temps de les aborder. Donc pour conclure, ma question, ça Mhm. serait, est-ce que tu penses que finalement, il n'y aurait pas une partie marketing dans le rôle de formateur, savoir se vendre auprès de son public? Tu viens de parler de ce qui m'a fait penser à ça. J'avais déjà eu cette réflexion à titre personnel, mais tu m'as fait un petit peu y repenser avec l'attention. Et là, il y a très peu de temps, j'ai relu un livre qui parlait un petit peu donc de marketing et que l'attention était extrêmement importante, mais était très dure à captiver. Donc j'ai fait la relation avec le market et je me suis dit, est-ce que finalement, en tant que formateur, on n'a pas une sorte de rôle à titre perso, de savoir se vendre et de savoir se marketer pour attirer l'attention, pour ensuite être capable de faire son rôle de formateur? Pour moi, te répondre là-dessus, ça serait un peu de la triche parce que dans mes formations, notamment celle dans le social selling, il y a tout un module sur la marque personnelle, ce qu'on appelle le personal branding, et le fait de justement développer une marque personnelle. Alors j'en parle en parlant Personal branding. des entrepreneurs comme Elon Musk, Steve Jobs et autres, mais à petite échelle, hein, des chefs de start-up, etc., ils vont beaucoup se mettre en avant et beaucoup mettre en avant leur personal branding. Je dirais que le formateur, par obligation, euh, on doit être un peu se marketer. Je te donne une anecdote toute bête, hein. Mais moi, la plupart de mes étudiants, à partir du moment où ils savent qu'ils vont avoir un cours avec moi, je sais qu'ils vont aller googler mon nom. C'est 9 étudiants sur 10. Ils vont aller chercher Avenir Usan et qu'est-ce que Google me dit sur lui. Souvent, ils vont tomber sur mon LinkedIn. Est-ce que mon LinkedIn de l'autre côté est en train de parler pour moi ou pas? Ils vont aller sur mon site internet. Est-ce que mon site internet me met en valeur ou pas? Donc, il y avait vraiment cette idée derrière. C'est oui, pour moi, étant donné que la concurrence est en train de s'accroître, il y a beaucoup plus de formateurs qu'avant et que forcément l'apprenant va aller chercher notre nom et que lui derrière, quand il cherche notre nom, il y a toutes sortes de peurs derrière. Est-ce que celui que je vais avoir en face de moi, c'est un rigolo ou est-ce que c'est réellement un bon formateur? Est-ce qu'il a été mis là par quelqu'un ou est-ce qu'il sait vraiment ce qu'il va m'apprendre? Qu'est-ce qui vaut? Euh, est-ce que, il est légitime ou pas? Et est-ce que ça vaut le coup de donner de mon temps ou pas du tout?
Super, ça répond parfaitement à ma question. Euh, deux petits points pour terminer. Le premier, est-ce que tu aurais des conseils à donner pour des apprenants? Mm. Sur quel domaine tu veux que En règle là-dessus? Est-ce que générale, tu veux sur une préciser ta formation. question? Ok. Euh, alors, je les invite en général moi, très souvent, je leur dis, ne focalisez pas uniquement sur le support de cours, sur les bullet points, etc. Mais je les invite à très souvent noter en même temps, parce qu'on l'oublie, mais en fait, notre écriture et la manière, au moment où on a écrit sur le papier, ça va nous renvoyer à un instant T dans notre mémoire. Donc, je les invite à réellement écrire sur papier en écoutant le cours euh, pour garder cet instant T avec la manière dont ils écrivent. Ça, je pense que c'est réellement important pour eux. Et très souvent dans mes cours, je fais un refresh, donc 5-10 minutes au début, juste pour leur rappeler ce qu'on a vu avant. Et bah là, je dirais à tous les apprenants, profitez-en pour participer, même si ça vous ennuie ou je sais pas, vous n'avez pas envie de le faire ce jour-là. Votre cerveau et votre mémoire fonctionnent d'une certaine manière. Et très souvent, le fait de participer va vous faire apprendre beaucoup plus que quand vous allez retrouver votre feuille 2 mois plus tard. Super. Un dernier point du coup pour conclure. Quel conseil tu te donnerais ou qu'est-ce que tu dirais au toi d'il y a 10 ans? Euh, Qu'il a bien fait. Non, mais il a eu raison de ne pas suivre la tendance, qu'il a eu raison d'aller à l'encontre de la plupart de ce qu'on a pu lui dire, de ce qu'il aurait dû faire. Logiquement, en sortant d'une école de commerce, il aurait dû avoir un super grand job qui payait très très bien, etc. Euh, mais qu'il a bien fait en fait d'avoir fait ce qu'il a fait et que je suis fier de lui. Voilà. C'est super. Je rigole parce qu'en fait, à chaque fois que je pose cette question, le même schéma se reproduit, c'est-à-dire que la personne a un blanc, elle recherche, et en fait, elle finit toujours par me répondre la même chose, et elle me dit, t'as bien fait. Et c'est fou parce que moi-même, je pense que je répondrais ça à cette question, et du coup, ça me fait dire, et ça fait dire aux personnes qui nous écoutent, ben juste ayez confiance dans ce que vous êtes en train de faire, et ne vous demandez pas. Des fois, bon, il faut se poser des questions, mais il y a des fois aussi où il faut juste laisser couler. Si vous avez réfléchi à le faire et que vous êtes dedans, bah faites-le à fond et vous le regrettez pas. Dans tous les cas, vous en tirerez des leçons, des expériences. Et c'est que c'était présent. Alors, je vais pas dire que c'était présent dans la vie et que ça devait se faire, mais en règle générale, voilà, c'est que ça devait arriver, ça devait se passer. Donc faites-le. Et quand vous ferez une rétrospective, bah, finalement, vous vous rendrez compte que il n'y a pas de regret à avoir parce que vous en avez tiré des leçons. Peut-être que vous avez kiffé le travail dans lequel vous travaillez maintenant. Que c'est justement cette prise de décision de changer, de vous reconvertir, comme l'a dit Avner, qui est très difficile à prendre. Hein. C'est pas une décision anodine, surtout quand on est un peu plus vieux que voilà, 25-30 ans, qu'on a des enfants, qu'on a déjà un ménage, qu'on a peut-être des crédits. C'est quelque chose qui est difficile à prendre, mais c'est une étape pour changer de vie. Et je suis presque sûr que si vous le faites pour les bonnes raisons et que vous y avez réfléchi correctement, vous le regretterez pas. Et voilà, ce qui ressort de toute façon à chaque fois des podcasts, en dernier, c'est bien parce que ça reste sur une touche ultra positive, c'est bah t'as bien fait de faire tout ce que t'as fait jusqu'à aujourd'hui. Ouais, moi j'essaie toujours de faire cette concurrence avec moi-même, à me dire est-ce qu'il aurait été fier en fait de l'avenir il y a 10 ans de voir où t'en es aujourd'hui. Et comme ça me donne un peu un aperçu de est-ce que j'en suis là où je dois être, est-ce que je fais bien ou pas. Et il y a eu plein de galères, hein. Moi, c'était vraiment pas tout rose en termes financiers, en termes de ce que j'aurais pu faire de l'autre côté, de voir les copains de l'école faire beaucoup mieux que moi en termes financiers et autres. Mais au final, je sais que ce que j'ai vécu m'a énormément enrichi et que je le regrette pas. Bah, tout simplement, aujourd'hui, je serais pas à Stockholm, ne serait-ce que ça. Donc voilà, il y a quand même des belles choses à en tirer. Merci beaucoup Avenir pour cette interview, ce petit podcast, c'était ultra enrichissant.
Merci à toi, Thomas, parce que je ne sais pas si tu avais prévu aussi longtemps. Peut-être que je me suis un peu emballé, mais voilà, je pense, que c'est deux passionnés qui parlent de la formation et du fait d'être formateur. Donc voilà, ça prend le temps que ça doit C'est prendre. ça. Et comme je t'ai dit, j'ai encore beaucoup de questions. Donc ça sera avec plaisir que je te réinviterai si tu es d'accord pour une deuxième saison. Parce que je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à dire. Avec grand plaisir. J'espère que j'aurai d'autres anecdotes à ajouter à ce qu'on a pu voir aujourd'hui. Avec plaisir. Merci à venir. Bonne soirée. Salut Thomas, merci beaucoup.